Bienvenue sur le coin sombre. Umberto Eco, livre audio. L'île du jour d'avant. Chapitre 3. La ménagerie des stupeurs. Réchappé du siège de Casale, où, au moins, en fin de compte, il n'avait pas dû manger de rats, pour aborder à la Daphné où les rats le mangeraient peut-être, méditant plein de crainte sur ce beau contraste, Roberto s'était enfin disposé à explorer les lieux d'où la veille du soir il avait entendu venir ces bruits incertains. Il avait décidé de descendre du gaillard d'arrière, et si tout avait été comme sur la Marilis, il savait qu'il devrait trouver une dizaine de canons aux deux flancs, et les paillasses ou les hamacs des matelots. Il avait pénétré dans la chambre du gouvernail dans la tamisaille située au-dessous, traversée par la barre qui oscillait en un long grincement. Et il pourrait sortir aussitôt par la porte qui donnait sur le second pont. Mais, comme pour se familiariser avec ces endroits profonds avant d'affronter son ennemi inconnu, par une trappe, il s'était glissé sur bas encore, d'où, d'habitude, on aurait dû trouver d'autres provisions. En revanche, il y avait trouvé et disposé avec une grande économie d'espace des couchettes pour une douzaine d'hommes. La plus grande partie de l'équipage dormait donc là en bas, comme si le reste avait été réservé à d'autres fonctions. Les couchettes étaient dans un ordre parfait. Par conséquent, il y avait eu épidémie. Dès lors que quelqu'un mourait, les survivants les avaient arrangés selon les règles de l'art, pour signifier aux autres que rien ne s'était passé. Mais enfin, qui avait dit que les matelots étaient morts? Et tous. Et une fois de plus, cette pensée ne l'avait pas tranquillisé. La peste, qui extermine la totalité de l'équipage, est un fait naturel, parfois providentiel selon certaines théologiens, mais un événement qui faisait s'enfuir ce même équipage, et en abandonnant le navire dans cet ordre innaturel, pouvait être bien plus préoccupant. Peut-être l'explication se trouvait-elle dans le second pont. Il fallait prendre courage. Roberto était remonté et avait ouvert la porte qui donnait sur le lieu de ses craintes. Il comprit alors la fonction de ces larges treillis qui trouaient le tillac. Avec un pareil expédient, le second pont avait été transformé en une sorte de nef éclairé à travers les grilles par la lumière du jour désormais plein qui obliquement tombait, se se croisant avec celle qui provenait des sabords, se colorant du reflet, maintenant ombré, des canons. Au début, Roberto n'aperçut rien d'autre que des lames de soleil où l'on voyait s'agiter d'infinis corpuscules. Et comme il les vit, il ne put que se rappeler et combien se répand-il à jouer de docte mémoire pour émerveiller sa dame, au lieu de se limiter à dire les mots par lesquels le prévôt de Digny l'invitait à observer les cascades de lumière qui s'épandaient dans l'obscurité d'une cathédrale, s'animant en son intérieur d'une multitude de monades, sémences, nature indissoluble, gouttes d'encens mâle qui éclataient spontanément, atomes primordiaux, engagés dans des combats, des batailles, des escarmouches en escadrons, au milieu de rencontres et de séparations innombrables, preuve de la composition même de notre univers, non composé d'autre chose que de corps premiers grouillant dans le vide. Sitôt après, comme pour lui confirmer que la création n'est que l'œuvre de cette danse d'atomes, il eut l'impression de se trouver dans un jardin, et il se rendit compte que, depuis son arrivée là en bas, il avait été assailli par une foule de parfums bien plus forts que ceux qui lui étaient parvenus d'abord du rivage. Un jardin, un verger couvert, voilà ce que les hommes disparus de la Daphné avaient créé dans cet espace, pour emmener dans leur patrie fleurs et plantes des îles qu'ils s'employaient à explorer, en permettant que le soleil, les vents et les pluies leur consentissent de survivre. Le vaisseau aurait-il su alors conserver durant des mois de voyage ce butin sylvestre? La première tempête ne l'aurait-il pas empoisonné de sel? Roberto ne pouvait le dire, mais à coup sûr le fait que cette nature fût encore en vie confirmait que, comme pour la nourriture,
la réserve avait été récemment accumulée. Fleurs, arbustes, arbrisseaux avaient été transportés avec leurs racines et leurs mottes de terre et logés dans des paniers et des caisses d'une facture improvisée. Mais bon nombre des vases avaient pourri. La terre s'était déversée, formant entre les uns et les autres une couche de terreau humide où se plantaient déjà à demeure les marcottes de certaines plantes. Et l'impression était d'un Éden qui germait à même les pièces de bois de la Daphné. Le soleil n'était pas si fort qu'il pût blesser les yeux de Roberto, mais assez déjà pour faire ressortir les couleurs du feuillage et éclore les premières fleurs. Les yeux de Roberto se posaient sur deux feuilles qui, au premier abord, lui étaient apparues comme la queue d'un homard, d'où bourgeonnaient de fleurs blanches. Puis, sur une autre feuille vert tendre, où naissait une sorte de demi-fleur d'une touffe de jujube ivoire. Une bouffée nauséabonde tirait son regard vers une oreille jaune où on eût dit que l'on avait enfilé une panicule. À côté, descendaient des festons de coquilles de porcelaine immaculées à pointe rosée, et d'une autre grappe pendaient des trompettes ou des clochettes renversées à légère senteur de mousse. Il vit une fleur couleur citron dont, les jours passant, il découvrirait la mutabilité. Elle deviendrait abricot l'après-midi et rouge sombre à la chute du jour, et d'autres, safranés au cœur, qui s'estompaient en une blancheur liliale. Il découvrit des fruits rugueux qu'il n'aurait pas osé toucher si l'un d'eux, tombé au sol et ouvert par force de maturation, n'avait révélé un intérieur de grenade. Il osa en goûter d'autres, et il les jugea davantage à travers la langue qui sert à parler qu'avec celle qui sert à déguster. Puisque l'on définit un comme une bourse de miel, manne gelée dans la fertilité de son tronc, joyau d'émeraude empli de minuscules rubis. En définition, lisant à contre-jour, j'oserais dire qu'il avait découvert quelque chose qui ressemblait fort à une figue. Aucune de ces fleurs, aucun de ces fruits ne lui était connu. Chacun semblait né de l'imagination d'un peintre qui aurait voulu violer les lois de la nature pour inventer de convaincantes invraisemblances, des délices déchiquetées et des savoureux mensonges. Telle cette corolle couverte d'un duvet blanchâtre qui s'épanouissait en une houppe de plumes violettes, ou bien non, une primevère pâlie qui expulserait un appendice obscène ou un masque qui recouvrirait un visage blanc de barbe de chèvre, qui pouvait avoir conçu cet arbuste aux feuilles vert sombre d'un côté avec des décorations sauvages jaune-rouge, et de l'autre flamboyante entourée de feuilles d'un plus tendre vert petit pois, d'une substance charnue convolutée en coque de manière à contenir encore l'eau de la dernière pluie. Pris par l'attrait des lieux, Roberto ne se demandait pas de quelle pluie les feuilles gardaient les restes, vu que depuis au moins 3 jours, il ne pleuvait sûrement pas. Les parfums qui l'entourdissaient l'inclinaient à trouver naturel n'importe quel sortilège. Il lui semblait naturel qu'un fruit flasque et tombant sentit le fromage fermenté, et qu'une sorte de grenade violacée avec un trou au fond fit en la secouant entendre à l'intérieur une sémence dansante, comme s'il ne s'agissait pas de fleurs, mais de jouets, et non plus ne s'étonner d'une fleur en forme de pointe aiguë, au fond dur et arrondi. Roberto n'avait jamais vu un palmier pleureur, comme si c'était un sol, et il en avait un devant lui, trottinant de ses multiples racines où se greffait un tronc qui sortait d'un seul buisson, tandis que les rameaux de cette plante à la plainte nez se ployaient exténués par leur propre plénitude. Roberto n'avait pas encore vu un buisson qui donnât des feuilles larges et pulpeuses, roidies par un nerf central paraissant de fer, prêtes à être utilisées comme écueils et plateaux, alors qu'à côté poussaient d'autres feuilles encore en forme de flexibles cuillères. Incertain s'il déambulait au milieu d'une forêt mécanique ou dans un paradis terrestre caché au sein de la terre,
Roberto vaguait dans cet Éden qui le portait à d'odorants délires. Et puis, quand il en fait le compte à sa dame, là il dira les agrestes frénésies, les caprices des jardins, protées luxuriants, les cèdres, les cèdres affolés d'amène fureur. Ou bien il le revivra comme une caverne flottante riche d'automates trompeurs, où seins de cordes horriblement entortillés surgissaient de fanatiques nasitors, funestes dragians ou dragons de selves barbares. Il décrira l'opium des sens, une ronde de putrides éléments qui, précipitant d'impure essence, l'avait conduit aux antipodes de l'entendement. Il avait d'abord attribué au chant qui lui parvenait de l'île l'impression que des voix emplumées se manifestaient parmi les fleurs et les plantes. Mais soudain, il fut parcouru de frissons au passage d'une chauve-souris qui lui effleura presque le visage. Et il dut, sitôt après, faire un écart pour éviter un faucon. L'oiseau s'était jeté sur sa proie, la terrassant d'un coup de bec. Une fois passé dans le second pont, en entendant encore loin les oiseaux de l'île, et convaincu de les percevoir encore à travers les ouvertures de la quille, maintenant Roberto entendit ces sons beaucoup plus proches. Ils ne pouvaient pas venir du rivage. D'autres oiseaux, donc, et pas très loin, chantaient par-delà les plantes, vers la proue, du côté de ce paillot d'où lui étaient parvenus les bruits de la nuit précédente. Il eut l'impression, en avançant, que le verger finissait au pied d'un tronc haut qui perforait le tillac. Puis il comprit qu'il était arrivé plus ou moins dans le centre du vaisseau, où le grand mât s'innervait jusqu'au tréfonds de la carène. Mais à ce point-là, nature et artifice se confondaient à un tel degré que nous pouvons justifier la confusion de notre héros. D'autant que, à ce point-là précisément, ses narines commencèrent à percevoir un mélange d'arômes, moisissure terreuse et puanteur animale, comme s'il était en train de passer lentement d'un jardin à une soue. Et ce fut en allant au-delà du grand mât, vers la proue, qu'il vit l'oisellerie. Il ne sut définir autrement cet ensemble de cages en roseaux traversés de solides branches qui servaient de juchoirs, habités d'animaux volants occupés à deviner cette aurore dont ils n'avaient qu'une aumône de lumière et à répondre avec des voix disparates à l'appel de leurs semblables qui chantaient libres sur l'île. Déposés à terre ou suspendus aux claires-voies du tillac, les cages étaient disposées dans cette autre nef comme des stalactites et des stalagmites, donnant vie à une autre caverne des merveilles où les animaux qui voletaient les faisaient bâiller et elles croisaient les rayons sur soleil qui criaient un papillotement de teintes, un grésillement d'arc-en-ciel. Si, jusqu'à ce jour, il n'avait jamais vraiment entendu chanter les oiseaux, Roberto ne pouvait pas dire non plus en avoir jamais vu, du moins d'autant de formes, tant et si bien qu'il se demanda s'il était à l'état de nature ou si la main d'un artiste les avait peints et parés pour quelque pantomime ou pour figurer une armée qui défile, chaque fantassin et chaque cavalier drapé dans son propre étendard. Très perplexe, Adam, il n'avait pas de nom pour ces choses, sinon ceux des oiseaux de son hémisphère. Voici un héron, se disait-il, une grue, une caille, mais c'était comme traiter doigt comme un signe. Ici, des prélats à large queue, cardinalis, et au bec en forme d'alambic, ouvraient des ailes couleur de l'herbe et gonflaient une gorge purpurine, découvraient un jabot azuré, salmodiant, presque humain. Là, de nombreuses escouades s'exhibaient en grands tournois tentant des assauts aux coupoles déprimées qui circonscrivaient leurs lys, au milieu d'éclairs tourterelés et de fondants rouges et jaunes, tels les oriflammes qu'un porte-enseigne lancerait et reprendrait au vol, dans un espace trop étroit, de boudeurs chevaux légers aux longues jambes nerveuses, initiées, indignées, cra, 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 parfois titubant sur un seul pied et regardant avec méfiance autour d'eux,
en faisant vibrer leurs houppes sur leur tête tendue. Seul dans une cage construite à sa mesure, un grand capitaine au manteau cérulien, le juste corps vermeil comme l'œil et un panache de fleurs de lys sur le cimier, émettait un gémissement de colombe. À côté, dans une petite cage, 3 fantassins restaient au sol, sans ailes, sautillant tampons de laine souillés de boue. Museau de musaraigne moustachu à la racine d'un long bec recourbé pourvu de narines qui permettaient aux petits monstres de flairer en picotant les vers qu'ils trouvaient sur leur chemin. Dans une autre cage, en forme de boyau serpentant, une cigogne menue aux pattes carottes, la gorge aiguë marine, les ailes noires et le bec violâtre, déambulait en hésitant, suivi de quelques petites en file indiennes et, à l'interruption de son sentier, vexée, elle claquetait d'abord, en s'obstinant à briser ce qu'elle croyait un enchevêtrement de vrilles, puis, en reculant et invertissant sa marche, avec ses cigogneaux qui ne savaient plus s'il fallait la précéder ou la suivre. Roberto était partagé entre l'excitation de la découverte, la pitié pour ses prisonniers, le désir d'ouvrir les cages et de voir sa cathédrale envahie par ces réaux d'une armée désert, pour les sous-traître au siège auquel la Daphné, à son tour assiégée par leurs autres semblables là dehors, les contraignait. Il pensa qu'il était affamé et qu'il ne vit dans les cages çà et là que des miettes de nourriture. Et les vases et les écueils qui devaient contenir de l'eau étaient vides. Mais à côté des cages, il découvrit des sacs de graines et des lambeaux de poissons secs préparés par ceux qui voulaient amener cette proie en Europe. Car un navire ne va pas par les mers du sud opposées sans rapporter aux cours ou aux académies des témoignages de ces mondes. En allant plus loin, il trouva aussi un enclos fait de planches avec une douzaine d'animaux fermiers, qu'il mit au nombre de l'espèce gallicanée ou gallinacée, même si chez lui, il n'en avait jamais vu de ce plumage. Il paraissait pareillement affamé, mais les poules avaient déposé, et elles célébraient l'événement comme leur compagnie du monde entier, 6 œufs. Roberto en prit aussitôt un, le troua de la pointe de son couteau, et le but comme il le faisait enfant. Puis il plaça les autres dans sa chemise, et pour récompenser les mères, sans oublier les pères très féconds qui le fixaient fort, courroucés en branlant des barbillons, il distribua eau et nourriture. Et ainsi fit-il cage après cage, en se demandant par quelle providence il avait abordé à la Daphné au moment précis où les animaux épuisés touchaient à l'extrême limite. En effet, déjà de nuit qu'il se trouvait sur le vaisseau, et quelqu'un avait pourvu des volières la veille de son arrivée. Tout au plus, il se sentait comme un invité qui apparaît certes en retard à une fête, mais tout juste après le départ des derniers hôtes, et quand les tables n'ont pas encore été débarrassées. Au reste, se dit-il, qu'il y eut quelqu'un avant et qu'à présent il n'y soit plus, c'est établi. Qu'il fût 1 ou 2 jours avant mon arrivée, cela ne change en rien mon sort, qui, au mieux, devient plus railleur. Naufrageant un jour avant, j'aurais pu me joindre aux matelots de la Daphné, ou qu'ils soient allés, ou peut-être pas, j'aurais pu mourir avec eux, s'ils sont morts. Il poussa un soupir. Ce n'était du moins pas une affaire de rat, et conclut qu'il avait même des poulets à sa disposition. Il repensa à son propos de libérer les bipèdes de plus noble lignée, et il convint que, si son exil devait durer longtemps, eux aussi eussent pu se révéler comestibles. Il était beau et multicolore aussi, les hidalgos devant Gazale, pensa-t-il. Cependant, nous leur tirions dessus, et si le siège avait duré, nous les eussions même mangés. Qui a été soldat dans la guerre de 30 ans, j'en parle à mon aise, mais ceux qui la vivaient alors ne l'appelaient pas ainsi. Et ils n'avaient sans doute pas même compris qu'il s'agissait d'une langue unique guerre où, de temps en temps, quelqu'un saignait ou signait une paix, a appris à être dur de cœur.